Durant l'été 1974, sur le sol ouest allemand, l'équipe nationale polonaise a conquis le cœur des supporters du monde entier, écrivant un conte de fées moderne lors de la Coupe du Monde. À une époque où le football total néerlandais dominait, les Aigles Blancs de l'entraîneur Kazimierz Górski ont imposé un style de jeu offensif, fougueux, rapide et spontané, incarné par le football total. Composée d'une génération de joueurs exceptionnellement talentueux, elle a vaincu des géants comme l'Argentine et l'Italie, et surtout a décroché une victoire 1-0 contre le Brésil lors du match pour la 3e place, remportant ainsi la précieuse médaille de bronze. Leur succès ne se résumait pas à un simple exploit. Leur style de jeu engagé est devenu un souvenir inoubliable pour toute une génération d'amateurs de football. Mais derrière ces moments de gloire sur le terrain se cachaient des individus au destin bien différent. 51 ans ont passé et le temps a cruellement marqué leur vie de son empreinte. Certains ont continué à gravir les échelons du coaching, d'autres ont choisi une vie retirée, d'autres encore ont été emportés par le tourbillon de la gloire et de la fortune. Et certains ont dû achever leur parcours dans une tragédie douloureuse. Revenons sur le parcours tumultueux des joueurs qui ont incarné l'âme de cette génération dorée du football polonais. Kazimierz Dejna était le général du milieu de terrain polonais, réputé pour son intelligence et sa finesse dans chacun de ses mouvements. Meneur de jeu et capitaine du Legia Varsovie, portant le numéro 12, il devint le cerveau et le cœur de l'équipe à seulement 26 ans. Calme, doté d'une vision du jeu exceptionnelle et capable de contrôler le tempo comme un chef d'orchestre, Dejna s'illustra par ses frappes puissantes de loin et ses passes qui transperçaient les défenses. En 1974, il termina 3e du Ballon d'Or, ex aequo avec Johan Cruyff et Franz Beckenbauer, confirmant ainsi son statut de joueur de classe mondiale. Après la Coupe du Monde, la carrière de Dejna a connu un tournant décevant. La réglementation en vigueur à l'époque lui interdisait de jouer à l'étranger avant l'âge de 30 ans, le privant ainsi de la possibilité de rejoindre le Real Madrid ou l'AC Milan, à Manchester City. Les blessures l'ont empêché de briller. Finalement, il a retrouvé le plaisir de jouer aux États-Unis avec les San Diego Sockers, devenant une star du futsal. En dehors des terrains, Dejna était un artiste à l'esprit libre mais naïf. Il a joué dans « À nous la victoire », aux côtés de Pelé et Sylvester Stallone, mais a tout perdu à cause d'un manager malhonnête. Plus tard, il a vécu une vie solitaire à l'étranger, confronté à des difficultés financières et au mal du pays. La solitude de Dejna sur le court reflétait sa personnalité dans la vie. Un génie en avance sur son temps, mais désenchanté. Ce parcours s'acheva tragiquement dans la nuit du 1er septembre 1989 à San Diego, lorsqu'il trouva la mort à l'âge de 41 ans dans un accident de voiture. Sa disparition bouleversa la Pologne. Des années plus tard, ses cendres furent rapatriées à Varsovie, où ses fans le vénérèrent comme une icône immortelle. Robert Gadocha, le magicien de l'aile gauche, qui transformait chacun de ses gestes en un spectacle fascinant. Évoluant au poste d'ailier gauche, portant le numéro 18, et à 28 ans, au sommet de sa carrière, Gadocha jouait pour le Legia Varsovie et fut rapidement reconnu par les experts comme le meilleur ailier gauche du championnat cette année-là. Ses dribbles éblouissants et ses centres d'une précision chirurgicale offraient un flot incessant de ballons à l'attaque polonaise. Gadocha était un joueur discret, mais extrêmement dangereux, capable de faire la différence sans que ses adversaires ne s'en rendent compte qu'une fois qu'il était trop tard. La vie de Gadocha après le tournoi fut marquée par le mystère et le scandale. Il fut l'un des premiers joueurs à quitter la Pologne pour la France, Nantes, puis pour les États-Unis. Cependant, sa réputation fut ternie par une accusation historique. Lors de la Coupe du Monde 1974, la rumeur prétendait que l'équipe argentine lui avait remis un sac d'une valeur de $18, une fortune à l'époque, pour encourager la Pologne à vaincre l'Italie. Gadocha fut accusé d'avoir gardé l'argent pour lui sans le partager avec ses coéquipiers. À cause de cette rumeur, ses relations avec ses anciens coéquipiers se sont quasiment rompues. Gadocha a alors choisi de disparaître. Il s'est installé en Floride, aux États-Unis, et a coupé tout contact avec le football polonais pendant des décennies. Sur le terrain, Gadocha était célèbre pour ses dribbles imprévisibles qui désorientaient les défenseurs. En dehors des terrains, il a opéré une manœuvre similaire, fuyant les médias et menant une vie recluse. Il demeure l'une des plus grandes énièmes de la génération dorée. Aujourd'hui, à la fin de sa vie, Robert Gadocha vit paisiblement à Sarasota, aux États-Unis.
Il accorde rarement des interviews et n'assiste presque jamais aux réunions d'anciens joueurs. L'histoire de son talent exceptionnel est désormais toujours entourée de questions sans réponse sur sa personnalité et sa solitude choisie. Zygmunt Maszczyk, l'infatigable maestro du milieu de terrain polonais, qui a orchestré la symphonie de 1974 du début à la fin, évoluant au poste de milieu défensif. Portant le numéro 11 et à 29 ans, le plus âgé des titulaires, Maszczyk jouait pour le Ruch Chorzów et jouait le rôle d'un libéro infatigable. Il se déplaçait sur tout le terrain, disputant les ballons avec acharnement et les récupérant constamment, créant ainsi des espaces pour que les attaquants puissent s'exprimer pleinement. Guerrier discret, Maszczyk assumait toujours les tâches les plus lourdes, rarement montrées à l'écran, mais pourtant essentielles à l'équilibre de l'équipe. Maszczyk est une figure emblématique de la Silésie, terre de mineurs polonais au labeur acharné. Après la Coupe du Monde, il a continué à jouer pour le Ruch Chorzów, remportant de nombreux championnats nationaux avant de rejoindre la France pour y disputer les dernières années de sa carrière. La vie de Maszczyk en coulisses était tout à fait singulière. Après sa retraite, il s'installa avec sa famille en Allemagne. Là-bas, il choisit une vie totalement éloignée du football de haut niveau. Il menait une vie simple, comme un ouvrier ordinaire. Dans ses dernières années, il connut des problèmes de santé, mais conserva toujours l'optimisme d'un vieux routier. La philosophie du sacrifice collectif a imprégné la vie de Maszczyk. Sur le terrain, il se dévouait corps et âme à ses coéquipiers. And du Hor, il a accepté de quitter sa ville natale et de travailler sans relâche pour assurer l'avenir de sa famille. Il ne recherchait pas la gloire personnelle, sa joie résidait dans la stabilité de ses proches. Zygmunt Maszczyk coule aujourd'hui des jours heureux en Allemagne. Bien qu'il apparaisse rarement dans les médias polonais, ses coéquipiers lui témoignent un respect particulier chaque fois que la génération de 1974 est évoquée. Ils le surnomment le poumon de l'équipe, celui qui a porté toute l'équipe dans les moments les plus critiques. Władysław Żmuda, ce jeune défenseur central au visage juvénile et à la volonté de faire à stupéfier le monde lors de la Coupe du Monde 1974. Évoluant en défense centrale. Pourtant le numéro 9 et âgé de seulement 20 ans à l'époque, Żmuda jouait pour le Guardia Varsovie, mais affichait une maturité exceptionnelle. Associé au géant Gorgogne, il a disputé l'intégralité des 630 minutes du tournoi sans commettre la moindre erreur. Son jeu intelligent, son incroyable sens du placement et ses interceptions précises ont fait de Żmuda le complément idéal à la force de Gorgogne. Bien que le prix n'ait pas été officiellement décerné par la FIFA à l'époque, il a tout de même été honoré du titre de meilleur jeune joueur du tournoi. Une reconnaissance indéniable de son talent et de sa remarquable maturité. La carrière de Żmuda après 1974 fut un parcours incroyablement long et prolifique. Il établit un record sans précédent. Participé à 4 Coupes du Monde, 1974, 1978, 1982, 1986 et disputé 21 matchs dans la compétition, un nombre que même les plus grandes stars mondiales lui envieraient. Il évolua en Italie, jouant pour l'Hellas Vérone et Cremonese, avant de rejoindre les États-Unis pour jouer au New York Cosmos. Cependant, sa carrière fut également marquée par de graves blessures au genou, conséquence d'une pratique continue au plus haut niveau dès son plus jeune âge. Après sa retraite de joueur, Żmuda devint entraîneur, dirigeant des équipes de jeunes polonaises et occupant le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale. Il était un mentor dévoué, discret mais faisant autorité. Le calme fut le maître mot de toute la vie de Żmuda. Sur le terrain, il ne paniquait jamais. Que son adversaire soit le Brésil ou l'Allemagne de l'Ouest. And du Hor, il affronta les hauts et les bas, les blessures et la pression des entraîneurs avec une sérénité et une constance remarquables. Il incarnait la stabilité et la fiabilité. Aujourd'hui, Władysław Żmuda reste impliqué dans le football en tant que conseiller et membre actif de l'Association des anciens combattants. Figure respectée et respectée. Son héritage ne se limite pas à ses titres, mais repose aussi sur son professionnalisme exemplaire et sa loyauté indéfectible envers son pays pendant plus de 20 ans. Adam Muszał, le guerrier intraitable de l'aile gauche, toujours prêt à se jeter dans chaque tacle avec une détermination sans faille. Arrière gauche affublé du numéro 9, Muszał, alors âgé de 25 ans, évoluait au Wisła Cracovie et incarnait la combativité.
Il est notamment resté célèbre pour son carton rouge lors de la demi-finale détrempée contre l'Allemagne de l'Ouest. Un moment qui a révélé que sa passion pouvait parfois dépasser les bornes. Néanmoins, Musiał a toujours été perçu comme un défenseur intraitable, prêt à tout pour protéger les cages polonaises. En dehors du terrain, Musiał était le bout en train de l'équipe, toujours prêt à faire rire ses coéquipiers. Après sa retraite, il s'est consacré avec passion à l'entraînement et à la gestion du stade. Sa vie a été marquée par l'affection de ses amis et collègues, grâce à sa personnalité franche et directe et à son grand cœur. Mais ses rires se sont éteints. En novembre 2020, Adam Musiał s'est éteint à l'âge de 71 ans. Sa disparition a laissé un grand vide au sein de la génération dorée, comme si elle avait perdu un frère. Il est parti, important avec lui le souvenir de ses tacles enflammés et d'une jeunesse glorieuse. Henryk Kasperczak, le guerrier silencieux du milieu de terrain, le pilier sur lequel reposait l'attaque polonaise, évoluant en tant que milieu défensif. Portant le numéro 13 et âgé de 27 ans à l'époque, Kasperczak jouait pour le Stal Mielec et incarnait véritablement le rôle de travailleur infatigable au sein de leur système tactique. Si Dana était l'artiste qui inspirait l'attaque, Kasperczak était le poumon infatigable qui résolvait tous les problèmes au milieu de terrain. Son endurance. Sa discipline et ses tacles précis constituaient la base solide sur laquelle les stars de l'attaque pouvaient briller. L'aspect le plus fascinant de la vie de Kasperczak réside dans sa brillante carrière d'entraîneur. Au lieu de choisir le prestige de l'Europe, il s'est aventuré sur le continent africain. Kasperczak est devenu une légende, menant des équipes comme la Tunisie, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et à la Coupe du Monde. Il était respectueusement surnommé par les Africains le « magicien blanc ». Sa vie fut un voyage constant, une remarquable adaptation culturelle et une exploration courageuse de nouveaux horizons. Sur le terrain, il se dévouait sans relâche à ses coéquipiers. Dans sa carrière d'entraîneur, il est resté un mentor dévoué, formant de jeunes talents africains pour les propulser sur la scène internationale. Kasperczak incarnait le travail acharné et une vision mondiale. Aujourd'hui, Henryk Kasperczak profite de sa retraite après avoir parcouru le monde. Respecté en Pologne comme en Afrique, il est considéré comme un ambassadeur du football, ayant diffusé les philosophies footballistiques d'Europe de l'Est dans des contrées lointaines. Grzegorz Lato, un véritable ouragan sur l'aile droite, capable de jaillir vers l'avant et de terrasser ses adversaires en un seul sprint, évoluant au poste d'ailier droit. Pourtant, le numéro 16 est âgé de seulement 24 ans à l'époque. Lato jouait pour le Stal Mielec et devint un cauchemar pour toutes les défenses. Si Dana était le cerveau de la Pologne, Lato en était les jambes survoltées, jouant avec une vitesse fulgurante et un instinct de buteur hors du commun. 16 buts, qui lui valurent 18 victoires lors de la Coupe du Monde 1974, en témoignent. Parmi eux, ce moment où il partit en sprint du milieu de terrain, laissant les défenseurs brésiliens sur place pour inscrire le but décisif lors du match pour la 3e place, illustre parfaitement le sang-froid, la vivacité et l'instinct de tueur de Lato. Contrairement à la fin tragique de Dana, Lato a connu une reconversion professionnelle marquante et controversée. Après avoir pris sa retraite du football au Mexique et au Canada, il est retourné en Pologne et s'est lancé en politique. Il a été sénateur et, au sommet de sa carrière, élu président de la Fédération polonaise de football, PZPN. Cependant, le pouvoir a terni l'image de l'ancien héros. La présidence de Lato a été entachée d'accusations de corruption, d'autoritarisme et de décisions contraires aux souhaits des supporters. Il est devenu la cible des critiques et des huées dans les tribunes, la même où son nom résonnait autrefois. Le contraste entre Lato le joueur et Lato l'homme politique est un grand paradoxe. Sur le terrain, il procure une joie pure par son dévouement. Mais lorsqu'il pénètre dans le bureau froid du pouvoir, sa simplicité d'antan disparaît, remplacée par l'image d'un fonctionnaire bureaucratique. Aujourd'hui, à 74 ans, Grzegorz Lato coule des jours paisibles après les tumultes de la politique. Si les controverses entourant son rôle d'entraîneur persistent, l'histoire retiendra toujours cet homme chauve et son incroyable parcours en 1974. Il demeure le seul meilleur buteur de l'histoire du football polonais en Coupe du Monde, une icône incontestable au vu de ses exploits professionnels. Andrzej Czarmach, le diable de l'attaque polonaise, qui foulait les pelouses avec une longue chevelure rebelle et un style de jeu qui terrorisait ses adversaires.
évoluant en pointe, arborant le numéro 17 et âgé de seulement 23 ans à l'époque. Zarmach jouait pour le Górnik Zabrze, mais il est rapidement devenu la révélation du tournoi. Passé de remplaçant à buteur confirmé, il a inscrit 5 buts, un total seulement dépassé par Lato grâce à son jeu, de tête exceptionnel et à son agressivité dans chaque tacle dans la surface de réparation. Son style agressif, tenace et son esprit intrépide ont fait de Zarmach un véritable cauchemar pour toutes les défenses. Après la Coupe du Monde, Zarmach connut une brillante carrière en France à Auxerre. Il y devint une légende avec près de 100 buts à son actif. Fut le protégé du célèbre entraîneur Guy Roux et fut le mentor d'Éric Cantona. Zarmach mena une vie de gentleman, poli, calme et professionnel. Aujourd'hui, Andrzej Zarmach vite retiré du monde en France. Souffrant de problèmes de santé, il apparaît rarement en public. Pourtant, dès qu'on évoque le diable de 1974, les fans se souviennent encore de ce tueur au visage angélique et au coup de tête tonitruant. Antoni Szymanowski. Un mur d'acier sur le flanc droit. Un joueur qui se met la terreur chez tout adversaire osant pénétrer dans sa surface. Évoluant au poste d'arrière droit, pourtant le numéro 4 et âgé de seulement 23 ans à l'époque, Szymanowski était sous contrat avec le Wisła Cracovie, mais avait déjà atteint le statut de joueur de classe mondiale. En 1974, il était considéré comme l'un des meilleurs arrière-droits de la planète grâce à son agilité, sa puissance et surtout sa mentalité de latéral offensif moderne. Durant tout le tournoi, il a disputé l'intégralité des 7 matchs, contribuant de manière cruciale à la solidité de la défense polonaise. Contrairement à sa brillante carrière, la vie personnelle de Szymanowski fut marquée par des épreuves et des tragédies familiales qu'il évoquait rarement. Légende du Wisła Cracovie, son talent fut pourtant souvent sous-estimé. Après sa retraite, il mena une vie plutôt discrète, travaillant comme entraîneur de jeunes, mais se tenant toujours à l'écart des paillettes et du glamour médiatique. Il connut des périodes de difficultés financières et d'oubli. Szymanowski est un véritable héros discret. Sur le terrain, il court inlassablement d'un bout à l'autre de l'aile. En dehors du terrain, il endure également les difficultés de la vie avec calme et sans se plaindre. Antoni Szymanowski coule aujourd'hui des jours paisibles à Cracovie. Bien que moins souvent cité dans la presse que Lato ou Tomaszewski, il demeure, aux yeux des experts, le meilleur latéral de l'histoire du football polonais. Une référence de talent jamais égalée. Jerzy Gorgon, un véritable mur blanc protégeant les cages polonaises. Un joueur dont la simple présence suffisait à dissuader n'importe quel attaquant. Évoluant en défense centrale, arborant le numéro 5 et âgé de seulement 24 ans à l'époque, Gorgon jouait pour le Górnik Zabrze, mais avait déjà atteint un niveau international. Du haut de ses 1,92 mètres, une taille presque extraordinaire en 1974, il était surnommé le géant de la défense. Durant 7 matchs, Gorgon n'a pas quitté le terrain une seule minute, s'imposant comme le roi des duels aériens et le rempart infranchissable devant le but de Tomaszewski. Excellent défensivement. Il possédait également une frappe puissante de loin que tous les murs adverses redoutaient. La présence de Gorgon inspirait un sentiment de sécurité absolue à toute l'équipe. Loin des acclamations de la Coupe du Monde, la vie de Gorgon prit un tournant extrêmement privé. Après être devenu une légende avec le Górnik Zabrze, il s'installa en Suisse pour jouer à Saint-Gall en 1980. Le calme de la Suisse semblait parfaitement convenir à sa personnalité, à tel point qu'il décida de s'y établir définitivement après sa retraite. Gorgon s'est complètement éloigné du football polonais. Il a refusé la quasi-totalité des demandes d'interview, n'a participé à aucune émission de télé-réalité et n'a pas travaillé comme commentateur, contraire à ses coéquipiers. Il a travaillé dans une société commerciale, puis a entraîné des équipes de jeunes amateurs et a même enseigné dans une académie sportive, menant une vie de citoyen suisse ordinaire. À un moment donné, les supporters polonais ont presque perdu de vue son existence, comme si le géant d'antan s'était volatilisé dans les brumes des Alpes. Il existe une étrange similitude entre Gorgon sur et en dehors du terrain. Sur le terrain, il utilise son physique imposant pour protéger les cages de tout danger. Dans la vie, il érige également un mur invisible et impénétrable pour préserver sa vie privée et celle de sa famille des regards indiscrets des médias. C'est un géant silencieux, aussi bien sur le terrain que dans la vie. Aujourd'hui, à 70 ans, Jerzy Gorgon coule toujours des jours paisibles en Suisse.
S'il a choisi de se retirer de la gloire, les supporters polonais, eux, ne l'ont jamais oublié. L'image de ce grand défenseur central blonde, tel un phare face aux tempêtes de la Coupe du Monde 1974, demeure une référence inébranlable pour tous les défenseurs polonais qui lui ont succédé. Jan Tomaszewski arriva à la Coupe du Monde 1974 avec le surnom sarcastique de « clown aux gants », donné par la presse anglaise, mais il transforma ses moqueries en admiration. Tomaszewski entra dans l'histoire en devenant le premier gardien de but à arrêter 2 penalties lors d'une même Coupe du Monde, dont celui d'Uli Hoeneß contre l'Allemagne de l'Ouest. Avec son style de gardien quelque peu excentrique et ses réflexes extraordinaires, il était le Spider-Man qui tourmentait nombre d'attaquants de haut niveau. Après sa retraite du football, Tomaszewski n'a pas choisi la paix. Il est devenu l'un des commentateurs et experts footballistiques les plus francs de Pologne. Connu pour son franc-parler et son attitude intrépide, il n'hésitait pas à critiquer l'équipe nationale, la fédération et même ses anciens coéquipiers en cas d'erreur. Il s'est même lancé en politique et est devenu député, où il a conservé son style direct et sans concession. Le rôle de gardien de but, seul en première ligne face à toute l'équipe adverse, a forgé sa personnalité. Tomaszewski a toujours été un loup solitaire contre le monde, que ce soit dans les cages ou devant un écran de télévision. Il ne craint pas d'être impopulaire, du moment qu'il peut dire la vérité à sa manière. Aujourd'hui, Jan Tomaszewski reste une figure familière des médias polonais. Malgré son âge, son enthousiasme et son esprit vif sont restés intacts. Il est la preuve qu'un héros n'a pas forcément besoin d'être aimable, mais qu'il doit assurément être un homme de caractère. Leszek Chmikiewicz, un joueur stratégique, entrant toujours en jeu au bon moment pour faire basculer le cours d'une rencontre, conformément au plan de l'entraîneur Kazimierz Górski. Milieu défensif, portant le numéro 14. Chmikiewicz, alors âgé de 25 ans, évoluait au Legia Varsovie, mais était rarement titularisé, malgré 6 apparitions. Son importance était pourtant indéniable. Dès que la Pologne avait besoin de renforcer son milieu de terrain, de préserver le score ou d'accroître sa solidité face à des adversaires redoutables, le nom de Chmikiewicz était systématiquement le premier évoqué. Il n'entrait pas en jeu pour étaler ses qualités individuelles, mais pour perturber le rythme adverse, interrompant le jeu de l'adversaire grâce à son intelligence et son excellente lecture du jeu. Contrairement à nombre de ses coéquipiers qui ont choisi de prendre leur retraite, Chmikiewicz, après celle-ci, est devenu l'un des représentants les plus actifs de la génération dorée. Il s'est investi pleinement dans l'entraînement, d'abord comme adjoint de son ancien mentor Górski, puis comme capitaine de l'équipe olympique polonaise. Au-delà de son expertise professionnelle, Chmikiewicz est un orateur éloquent et un esprit vif. Il apparaît fréquemment dans les médias, participe à des activités sociales et veille à perpétuer la mémoire collective au sein de l'équipe. Il fédère les autres membres, organise des rencontres et se fait toujours un plaisir de transmettre des anecdotes historiques aux jeunes générations. Sur le terrain, il est l'homme de confiance chargé de maintenir le contrôle du jeu. And du Hor, il est le gardien des valeurs historiques. Son rôle de remplaçant s'est mué en celui de représentant officiel, d'ambassadeur dévoué du football polonais. Aujourd'hui, Leszek Chmikiewicz restait profondément impliqué dans le monde du football, même à un âge avancé. Véritable encyclopédie vivante. Il est un témoin passionné de l'histoire. Pour lui, la Coupe du Monde de 1974 n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une leçon inépuisable et une source d'inspiration qu'il convient de transmettre à jamais. Jan Domarski, Héros de Wembley, symbole de l'esprit qui a mené la Pologne à la Coupe du Monde 1974 grâce à un but historique qui a enflammé tout le pays. Attaquant numéro 10, à 27 ans, Domarski évoluait au Stal Mielec et abordait le tournoi auréolé d'une gloire exceptionnelle. Cependant, lors de la phase finale, l'émergence du jeune talent Andrzej Sarmach le contraignit à accepter un rôle de remplaçant. Malgré cela, Domarski ne manifesta jamais la moindre frustration. Ne disputant que 3 matchs pour un total de 122 minutes, il entrait toujours sur le terrain avec un enthousiasme débordant, conservant le ballon, multipliant les appels, créant des espaces pour permettre à Lato ou Sarmach de briller. Domarski est un exemple vivant de professionnalisme, de sacrifice et de fidélité aux couleurs de son pays. La carrière de Domarski en club est étroitement liée à l'âge d'or du Stal Mielec, où il formait avec son coéquipier Grzegorz Lato un duo redoutable.
contribuant à 2 titres de champion de Pologne pour l'équipe provinciale. Il a ensuite évolué en France, à Nîmes Olympique et aux États-Unis, contrastant fortement avec la gloire de son but à Wembley. La vie quotidienne de Domarski est d'une simplicité remarquable, calme, réservé et d'une telle humilité qu'il est difficile de croire qu'il fut jadis celui qui a causé tant de désillusions à l'Angleterre. Après sa retraite, il est retourné dans sa ville natale de Rzeszów, où il a entraîné des équipes locales et régionales. Loin des projecteurs, il vit pleinement son rôle de grand-père et de père. Domarski incarnait le principe de se connaître soi-même et connaître son adversaire. Sur le terrain, il sait se mettre en retrait et laisser briller ses coéquipiers. Dans la vie, il ne se repose jamais sur ses lauriers. Pour lui, le but à Wembley reste un beau souvenir, mais pas un prétexte pour exiger un traitement de faveur. C'est un véritable héros, simple et accessible. Aujourd'hui, à 80 ans, Jan Domarski mène une vie saine et paisible à Rzeszów. Toujours fréquemment invité à des commémorations, il reste cependant très discret sur sa propre personne. Il est un symbole vivant, nous rappelant que, parfois, la personne la plus méritante n'est pas forcément celle qui a été le plus longtemps sous les feux de la rampe.